Vous écoutez le journal du télétravail de Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien consacré au télétravail et aux meilleures façons d'organiser le travail à la maison. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler télétravail et souveraineté numérique, en gros d'un outil collaboratif 100% français. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le journal du télétravail de Management Jean-Pierre Lac, président fondateur de Piment Group. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Piment Group, c'est à l'origine un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse des risques, l'accompagnement au changement et le déploiement de systèmes de management, mais vous avez aussi développé depuis plusieurs années une branche spécialisée dans la cybersécurité qui s'appelle Piment Security, et c'est via cette filiale que vous proposez aujourd'hui un nouvel outil, une plateforme de visioconférence 100% française qui s'appelle Private Discus. Avant de nous présenter plus en détail cette plateforme, première question, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'avoir donné un nom anglais à votre plateforme que vous présentez comme une solution 100% française? Écoutez, vous avez tout à fait raison, ça fait l'objet de nombreuses réflexions en interne. Pour autant, à minima, on parle de souveraineté aujourd'hui européenne, donc il nous a semblé important de pouvoir envoyer un message au-delà des frontières françaises, même si je confirme que la solution, la société, les actifs, le capital, les impôts, tout ça, et les serveurs, tout ça sont strictement français. Alors plus sérieusement, quel est l'intérêt de lancer une telle solution face aux plateformes qui existent déjà et qui ont été massivement adoptées par les télétravailleurs lors du premier confinement? Déjà, on parle de souveraineté numérique, donc soit on en parle et on la veut, soit on ne fait qu'en parler. Ça, c'est la première réponse. Effectivement, aujourd'hui, la visioconférence et d'une manière générale, les solutions de télétravail sont rentrées dans les mœurs et on peut penser qu'au-delà de la crise du Covid, ça restera d'actualité pour des raisons, entre autres, environnementales d'ailleurs, et de diminution drastique des déplacements, et puis d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Et donc, il nous a semblé excessivement important de développer une solution qui est conforme à l'RGPD, qui donc est chiffrée de bout en bout, qui utilise des serveurs français logés en France. Notre promesse, c'est de respecter la vie privée de nos utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et donc, on croit, nous, qu'il y a une demande, et on constate qu'il y a une demande tous les jours des acteurs économiques pour avoir des solutions françaises, 100% françaises, sur des serveurs français, et en plus qui sont chiffrés, c'est-à-dire que dans l'envoi de l'information, en l'occurrence les messages ou les documents ou les visios du flux vidéo, eh bien c'est chiffré, et c'est chiffré bien évidemment aussi sur le stockage de ces informations. Quels sont les usages qui justifient d'y avoir recours? Parce que est-ce qu'une réunion de travail entre collègues, finalement, il y a assez peu d'informations très sensibles? Est-ce que on a besoin d'autant de sécurité, ou est-ce que c'est plus pour des usages type assemblée générale, comité de direction, des choses un peu plus sensibles? Alors ça, c'est nos clients qui décident. On a beaucoup de clients qui déjà apprécient le fait que ça soit français et 100% français, de technologie française. Après, je vous enverrai vous regarder le film d'Oliver Stone sur Snowden, mais c'est les gens qui décident de la confidentialité. Je ne sais pas, moi, définir à leur place qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous, on n'enregistre rien. Nous, tout est détruit en temps réel. Et notre business model n'est pas de revendre la donnée en masse, comme c'est souvent le cas des grandes plateformes internationales. Vous dites aussi, on l'a bien compris, que puisque les données, sont stockées, en France sur des serveurs, français, elles ne sont pas, soumises au, Cloud Act. Qu'est-ce que ça change pour ceux qui ne connaissent pas, cette question-là et ce sujet? C'est un sujet excessivement important, c'est-à-dire qu'en Europe, on a la RGPD qui dit qu'on doit obtenir le consentement des personnes pour accéder à leurs données personnelles. Aux États-Unis, dans le Cloud Act qui dit que pour des raisons à caractère sécuritaire, le gouvernement américain peut accéder à n'importe quel moment, sans en référer à qui que ce soit, à toutes les données qui transitent ou qui sont stockées sur des serveurs américains, quelle que soit la localisation de ces serveurs dans le monde. Donc, à partir du moment où vous êtes sur AWS d'Amazon ou vous êtes sur Azure de Microsoft et que vous utilisez n'importe quelle solution américaine, d'ailleurs y compris les réseaux sociaux, la puissance américaine dit qu'elle peut, pour des raisons encore une fois de défense de la sécurité nationale, accéder à ces données. Et donc, on comprend bien qu'entre le RGPD européen d'un côté et le Cloud Act, il y a un problème. Donc pour bien comprendre et que pour ceux qui nous écoutent en prennent bien conscience, quand on fait une réunion entre collègues, même s'il y a peu d'enjeux, elle sera, si on utilise, des outils, qu'on connaît tous de visioconférence ou de travail collaboratif, aujourd'hui, ces échanges seront demain, potentiellement accessibles par, les autorités américaines, alors que chez vous, elles seront
non seulement inaccessibles, mais en plus éventuellement détruites à la fin de l'échange. Nous, elles sont strictement détruites, elles ne sont pas analysées par des moteurs d'analyse sémantique, elles ne sont pas analysées au préalable par des moteurs qu'on appelle de speech to text, c'est-à-dire qui traduisent automatiquement dans toutes les langues utilisées la voix en texte, et ensuite les moteurs d'analyse sémantique traduisent le texte pour comprendre les propos. On n'utilise pas non plus de système de reconnaissance faciale en temps réel pour ficher les populations qui utilisent nos solutions. Alors je peux sembler faire peur aux interlocuteurs, néanmoins, c'est pas pour rien qu'on parle de guerre cyber, c'est pas pour rien qu'on parle de souveraineté numérique française ou européenne, parce que actuellement la technologie permet de faire ça. C'est-à-dire que la technologie permet de surveiller en temps réel, d'écouter des conversations, de faire de la reconnaissance faciale, d'accéder à de l'information qui est donnée de manière gratuite par les utilisateurs à partir du moment où ils utilisent un certain nombre de plateformes. En tout cas, technologiquement, c'est absolument possible de le faire. Alors on sait aussi que ces plateformes ont du succès car elles rendent de véritables services malgré tout. On entend évidemment toutes ces réserves, mais elles ont souvent une très bonne ergonomie, une qualité de service très poussée. Vous, entreprise française, comment faites-vous pour être à la hauteur de ce que proposent ces plateformes et quels sont, vous, les atouts de votre propre solution face à ces géants? Alors nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette plateforme et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire l'ergonomie de la plateforme, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, la facilité et l'ergonomie sont des critères absolument majeurs. On a énormément travaillé ces sujets-là, on a une ergonomie qui est moderne, qui est fluide, qui est agréable, on s'est mis au standard des meilleurs en termes d'ergonomie, on s'est également mis au standard des meilleurs en termes de bande passante et d'ailleurs, de manière assez surprenante, je constate souvent que je suis en conversation audio en one-to-one puisque Private Discuss permet aussi donc de téléphoner comme un WhatsApp. J'ai des endroits que je connais très bien où la 4G ne fonctionne pas et même le GSM ne passe pas. Et de manière assez surprenante, le système arrive à fonctionner. Donc ça veut dire que la bande passante qui est consommée, elle est excessivement faible et là aussi on s'est mis au niveau des meilleurs. Tout ça, combien ça coûte? Parce que y a beaucoup de solutions qui sont gratuites, donc qui ont pu être déployées très rapidement au moment du premier confinement. De votre côté, quel est le modèle économique, puisque vous ne gagnez pas d'argent, on l'a bien compris, on le répète avec les données. Comment est-ce que vous fonctionnez et qu'est-ce que ça coûte? Déjà, il est absolument indispensable de faire découvrir la solution. Donc déjà, c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs, c'est-à-dire qu'on peut prendre un compte en ligne gratuitement pour découvrir la plateforme et créer un réseau collaboratif comme un Slack ou un Teams, c'est-à-dire une messagerie collaborative pour partager des documents, s'appeler, échanger. Jusqu'à 5 utilisateurs sur la partie collaborative, mais après, chacune des personnes peut faire autant de visio qu'elle le souhaite, jusqu'à 30 participants. Donc, j'ai pris un compte gratuit et jusqu'à 30 participants, je peux faire des visioconférences pour échanger. Ça permet de découvrir la plateforme, son ergonomie et sa simplicité d'usage. Et après, on passe sur ce qu'on appelle un mode payant qui coûte 12,50 € par mois et qui permet là de faire des webinaires jusqu'à 50 personnes, qui permet de faire des visios jusqu'à 200 personnes. Mais évidemment, les gens qui sont invités aux visios que je pourrais faire avec mon compte à 12,50 €, c'est gratuit pour eux. Ils reçoivent un lien, ils cliquent sur le lien et donc ils suivent la visioconférence. Qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns de ceux qui vous font confiance et qui utilisent votre plateforme? Bien sûr. Alors le client le plus emblématique aujourd'hui qu'on a, c'est le CNRS. Ils sont 114 000 chercheurs au CNRS. Donc ils cherchaient une solution pour être utilisée par beaucoup de personnes, faire beaucoup de visioconférences en temps réel. Et garantir un haut niveau de confidentialité. Exactement. Donc les experts, ils ont aussi des experts bien évidemment en cybersécurité et donc ils nous ont largement challengés et donc c'est le client le plus emblématique, le plus connu qui est le nôtre. Après on a des députés qui commencent à aussi partager les enjeux de souveraineté qu'utilisent nos plateformes, on a des avocats, on a des professeurs de cours en ligne de toute nature, on a des cabinets d'expertise comptables. Voilà, on a une grande diversité d'utilisateurs sur Private Discuss. Merci beaucoup Jean-Pierre Lac. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Piment Group et que vous avez lancé Private Discuss, ou Discuss, une plateforme sécurisée de visioconférence et de travail collaboratif qui est 100% française. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation de votre solution pour ceux qui voudraient la tester gratuitement, comme vous nous l'avez expliqué. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment via la nouvelle application de podcast Audio Now, disponible gratuitement sur Android et iPhone et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont notre JT. C'est nouveau, nos épisodes sont proposés en exclusivité sur Audio Now pendant 24 heures. Téléchargez vite cette nouvelle appli, vous serez les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.